Enjeu, Abdias Harouna. Bonjour à tous. Ce sont un important instrument au service des politiques étrangères des États. Les médias ont un pouvoir d'influence, le soft power, ils ont même un pouvoir de contrainte, le hard power ou encore la combinaison des deux, le smart power au cœur des batailles diplomatiques. Comment deviennent-ils justement un instrument stratégique pour développer l'influence d'un État dans le concert des nations? Comment traduire la guerre médiatique? Médias, vecteurs de guerre ou acteurs de paix? Quelle place l'Afrique a-t-elle dans ces batailles géopolitiques par les médias? Pourquoi l'Afrique a batching dans certains médias internationaux? Médias, instruments géopolitiques, c'est la trame de cette nouvelle édition de Jeux et Enjeux. On en parle. On en parle avec le docteur Dourian Domga Michel, politologue, ancien chercheur à l'université de Maroua, auteur de plusieurs travaux dans divers domaines spécialisés davantage sur l'aspect communicationnel. Bonjour docteur Dourian Domga Michel et merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Première question, quelle est selon vous la dimension géopolitique des médias? Bien, il s'agit d'une question fort intéressante, ce d'autant plus que les rapports entre géopolitique et médias structurent de manière fondamentale les nouvelles relations internationales. Alors, lorsque l'on met en perspective d'une part les médias et d'autre part la géopolitique, il est important de revenir justement sur les trois cadres de la communication pour pouvoir mieux saisir la manière avec laquelle les médias structurent la géopolitique. Alors, le premier cadre de la communication, c'est le cadre de la communication verbale. Ici, justement, on a affaire à un échange de messages qui se fait d'une personne A à une personne B. Et il s'agit là d'un cadre de communicationnel décontracté avec de très très grandes possibilités de déperdition, de distorsion justement du message lors de sa circulation. Le deuxième cadre, c'est le cadre de la communication Gutenberg. Ici, il y a un élément fondamental qu'il faut retenir, c'est l'invention de la machine moderne à imprimer par Gutenberg. Et cette invention va créer deux dynamiques fondamentales. La première, c'est la diffusion, c'est-à-dire la transmission à l'identique du même message. Et puis, la deuxième dynamique, c'est justement la création d'une opinion publique, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui peuvent communier autour de l'information médiatique à travers la raison. Et vous avez enfin le dernier stade qui est celui de la communication technologique. Ici, les médias acquièrent des moyens technologiques et électroniques qui leur permettent de toucher justement des publics massifs estimés à des milliards de personnes. Et c'est justement cette situation qui donne aux médias une certaine influence sur la scène internationale et qui font d'eux des acteurs structurants, des acteurs régulateurs de l'ordre international. Il faut comprendre le lien qui existe aujourd'hui entre ces médias qui sont devenus des médias de masse, c'est-à-dire des masses médias justement, et le capital d'influence dont ils disposent et qui fait en sorte qu'ils peuvent être des instruments de choix justement au service de la politique étrangère des États, pour ne citer que cela. On va d'ailleurs revenir sur cette influence des médias, mais déjà si vous le voulez bien, quelle est la place des médias dans les conflits par exemple? Effectivement, les médias peuvent être des acteurs, des facteurs d'accélération ou de décélération. N'oubliez pas que aujourd'hui la guerre, quelle qu'elle soit, se fait dans plusieurs dimensions. Et la communication, justement, est une dimension essentielle de toute guerre aujourd'hui. Et c'est une situation qui place donc les médias au centre même de toute forme de bataille, soit des batailles militaires, soit des batailles diplomatiques. Ils peuvent aussi être de précieux outils, entre guillemets, au service de la guerre. Souvenez-vous de la radio d'Émile Collines, au Rwanda. Dans quel cas un média peut favoriser des dynamiques de paix? Dans quel cas un média peut favoriser des dynamiques guerrières? Alors, il faut quand même le dire, les médias ne sont pas véritablement tout puissants, mais les médias deviennent puissants lorsque le discours
médiatique épouse un certain nombre de sensibilités, un certain nombre de prédispositions au sein du corps social. Et c'est justement ça qui confère aux médias une capacité foudroyante de manipulation de l'opinion. Et c'est dans ce sens qu'il faut réellement saisir, qu'il faut réellement comprendre la puissance que les médias justement ont de nos jours dans toute dynamique de paix ou comme dans toute dynamique de guerre. Oui, toujours dans la dynamique guerrière. Médias et terrorisme, on nous dit que l'un ne vit pas sans l'autre. Effectivement, le terrorisme a forcément besoin des instruments médiatiques pour pouvoir exister. Aujourd'hui, les médias ont une capacité technologique, comme je le disais tout à l'heure, et électronique de diffusion à échelle planétaire. Donc, du coup, le contact avec l'opinion publique ne peut pas se passer des médias. C'est vrai pour les entrepreneurs politiques, mais c'est aussi vrai, justement, pour les terroristes. Effectivement. Alors, comment le terrorisme se nourrit-il des médias, selon vous? La diffusion de la propagande terroriste à travers les médias permet justement le recrutement de nouveaux combattants, permet également de pouvoir consolider, de pouvoir justement garder dans les mailles de la propagande justement terroriste ceux qui y sont déjà acquis. Donc à ce niveau, il y a cette double perspective qu'il faut relever, le recrutement de nouveaux adhérents et puis également la consolidation chez ceux qui épousent déjà ces courants doctrinaire, idéologique. Alors, existe-t-il d'ailleurs une sorte de géopolitique de la peur au service des terroristes, une géopolitique de la peur qui serait entretenue par certains médias? Oui, effectivement, c'est d'autant plus poignant, c'est d'autant plus préoccupant qu'il existe avec les moyens électroniques une certaine démocratisation de la diffusion. C'est-à-dire que le phénomène de la diffusion n'est plus un phénomène justement qui est contrôlé par quelques grands groupes médiatiques. Avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles plateformes électroniques justement, des individus peuvent justement publier des messages qui auront une portée justement locale, une portée régionale, voire même une portée internationale. Donc, c'est une situation justement qui conforte aujourd'hui les différents réseaux terroristes. Et vous pouvez bien constater que ce soit avec Boko Haram, que ce soit justement avec, vous vous souvenez, l'État islamique, le recours justement aux médias sociaux, aux médias classiques justement, est devenu une dimension incontournable justement de leur combat. Donc du coup, il y a un lien, que l'on le veuille ou pas, entre terrorisme et médias et terrorisme. Déjà, la question justement de la prise en compte de l'information médiatique par les adeptes justement des divers groupes médiatiques permet également de consolider justement le groupe au-delà justement de l'éparpillement dont ils peuvent être victimes justement pour une raison ou pour une autre. Donc voilà pourquoi si vous avez bonne mémoire, à un moment donné, les messages justement d'un certain nombre de leaders de certains groupes terroristes ont cessé justement d'être diffusés par les médias, parce que justement à travers ces diffusions il y avait comme un appel justement à la multiplication des actes terroristes, c'est-à-dire que les leaders des groupes terroristes qui interviennent généralement dans un certain nombre de médias tiennent un discours que vous et moi ne comprenons pas forcément, mais qui fait l'objet d'une codification dont seuls les membres les plus aguerris peuvent effectivement décoder. Et du coup, ça permet dans une certaine mesure d'alimenter justement les actions, d'alimenter justement les faits d'armes justement de ces différents mouvements terroristes. Alors, les médias deviennent ainsi un instrument de la guerre? Oui, effectivement, puisque une guerre, c'est d'abord une activité orientée autour d'une
communication justement agressive. Et les médias justement permettent à ce titre-là de préparer justement les différentes opinions publiques. N'oubliez pas que lorsque les États-Unis veulent entrer en guerre, la première guerre mondiale, alors des médias sont sollicités autour de la question de savoir comment est-ce que justement l'opinion publique américaine peut adhérer à ce projet, sachant que les États-Unis sortaient justement d'une longue politique isolationniste. Donc là, il a fallu une communication offensive auprès d'un certain nombre de groupes médiatiques pour préparer justement l'opinion publique américaine à adhérer massivement à cette guerre. Donc les médias, justement, en raison de l'influence qu'ils ont, je vous en prie, sur les différentes opinions publiques, alors ils peuvent être de véritables armes de guerre. Alors comment traduisez-vous tout de même que les médias deviennent un instrument stratégique et même géopolitique? Oui, les médias comme instrument géostratégique, comme instrument géopolitique, justement, constitue une réalité qui n'est pas ignorée justement par la plupart des grandes puissances et même justement par les puissances moyennes et les toutes petites puissances. Lorsque vous regardez dans le paysage médiatique en Afrique au sud du Sahara, presque toutes les stations de radio, les chaînes de télévision essaient justement de se mettre sur satellite. Ce n'est pas un projet innocent, il s'agit justement de doter les médias justement d'une plus grande influence sur la scène internationale. Mais les chaînes de radio et les stations de télévision, par exemple, déjà sur satellite, à partir justement des territoires justement des grandes puissances, constituent justement des outils au service de la politique étrangère de ces États-là. Et c'est dans cette dimension-là qu'il faut justement appréhender les médias comme étant des acteurs géopolitiques, comme étant des acteurs géostratégiques de premier plan. N'oubliez pas que pour les grandes puissances, comme pour les puissances moyennes, justement, le discours et les pratiques d'influence, justement, à travers un bon nombre de facteurs géographique passe nécessairement par les médias, parce qu'avec les médias, justement, on peut mettre très facilement en œuvre, comme vous avez souligné tout à l'heure, des dynamiques de soft power, des dynamiques alimenter des dynamiques de hard power. Justement, on peut aussi justement alimenter des dynamiques de smart power. Voilà, Chine, France, États-Unis et bien d'autres, Russie et bien d'autres pays, ils ont tous des médias internationaux avec des branches Afrique, avec aussi des lignes éditoriales parfois les plus pessimistes possibles. Comment comprendre cet intérêt pour notre continent à travers les médias? En réalité, l'intérêt des grands groupes médiatiques rattachés à ces États-là pour l'Afrique suit tout simplement les options de politique étrangère de ces pays-là au sujet justement de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique constitue justement un intérêt, un enjeu justement géostratégique, un enjeu justement géopolitique pour ces grandes puissances à la recherche justement des facteurs décisifs à partir desquels justement les uns pourront justement se démarquer des autres. En cela, il y a quand même un certain nombre de ressources qui sont recherchées. Vous avez, contrairement à ce que l'on a l'habitude de dire, vous avez une ressource diplomatique qui permet justement d'accroître l'influence de ces États-là justement dans le cadre justement des politiques multilatérales. Je prends un exemple simple. Si une question est débattue par exemple à l'Assemblée générale des Nations Unies et que les pays africains dans la plupart s'alignent sur la position d'une de ces grandes puissances, justement, ça confère à cette grande puissance-là, à partir justement de cet intérêt diplomatique, une influence justement au sein de cette institution. Ça, ce n'est vraiment pas à négliger. L'Afrique, c'est quand même 54 États, donc il ne faut pas négliger la ressource diplomatique. En plus de la ressource diplomatique, vous avez
des ressources justement stratégiques intimement liées justement aux possibilités énergétiques, aux possibilités minières. Si vous prenez le cas d'un pays comme la Chine, elle a cruellement besoin justement d'énergie pour soutenir sa croissance. Et l'Afrique constitue donc pour ce pays-là justement un atout dont il ne peut pas se passer. Donc, il y a donc une compétition et les grands groupes médiatiques rattachés à ces États-là, justement, essaient de modeler, justement, les opinions publiques en Afrique de telle sorte que ces opinions publiques-là soient, justement, favorables, non seulement à la présence de ces États-là, mais aussi sûrement à la transformation de l'espace africain au mieux de leurs intérêts. Donc, on ne peut pas dissocier la politique étrangère de ces États-là en Afrique de l'activité justement des médias rattachés à ces pays-là sur ce continent. Justement, comment ces médias deviennent-ils un terrain de guerre entre ces puissances puisque toutes ne s'entendent pas? Oui, effectivement, et c'est ce qui est tout à fait intéressant quand on étudie justement la manière avec laquelle les grandes puissances se déploient sur le continent africain à travers justement leurs différents groupes médiatiques. Alors, vous allez vous rendre compte seulement à partir, si vous voulez, à partir de la question justement de la ligne éditoriale de ces médias, à partir de la question justement de l'agenda setting function de ces différents groupes médiatiques, qu'il y a une construction de la réalité qui fait justement en sorte que lorsque l'Africain est exposé justement à tous ces sons de cloche, il peut se faire plus facilement sa propre idée de la réalité. Donc, curieusement, très très curieusement, la présence de ces très nombreux groupes médiatiques en Afrique, justement, est un atout pour les Africains qui, justement, ne peuvent plus être exposés, justement, à la propagande médiatique d'un seul groupe. Et à partir, justement, de cette lecture plurielle de l'information, les Africains, justement, peuvent avoir des alternatives en termes d'interprétation, justement, de l'information médiatique, en termes, justement, de saisie de la finalité, justement, de l'information médiatique. Donc, la multiplication de ces grands groupes médiatiques ouvre donc un grand éventail stratégique, justement, pour les Africains. C'est-à-dire que chaque groupe médiatique apporte justement son discours et c'est des discours qui ne concordent pas forcément puisque ces États sont opposés sur bon nombre d'enjeux. Donc, du coup, ça suscrit donc une ressource stratégique justement pour les Africains qui peuvent mieux justement comprendre quel est le jeu des grandes puissances et des puissances justement concurrentes à ces grandes puissances-là en Afrique et qui peuvent mieux justement comprendre la valeur stratégique qu'acquiert donc leur continent aux yeux du monde. Alors, il y a d'ailleurs une sorte de guerre de l'information entre ces puissances. Hein. Oui, effectivement, et ce n'est pas nouveau. Ce n'est vraiment pas nouveau. Souvenez-vous de la guerre américaine en Irak en 2003. Il y avait un son de cloche discordant entre la BBC, justement, qui, que vous le voulez ou pas, est quand même la voix du ministère des Affaires étrangères britannique, et puis un média comme RFI, justement. Donc, chacun de ces médias soutenait justement la position de son État, justement, en rapport avec cette guerre. Et c'était bel et bien évident que ces médias ne tenaient pas justement le même son de cloche. Et vous voyez, quand une situation pareille arrive, ça permet justement à ceux qui sont exposés à la propagande justement de ces médias-là de se faire une meilleure lecture justement de l'information médiatique et des enjeux justement liés à la présence de ces groupes médiatiques-là sur leur territoire. Alors maintenant, comment ces rivalités au nom de l'information influencent-elles la géopolitique mondiale?
il faut prendre en compte un certain nombre de facteurs pour comprendre comment est-ce que les médias influencent la géopolitique mondiale. Le premier facteur qu'il faut prendre en compte, c'est le niveau de pénétration justement du média au sein justement de l'opinion publique. Voilà pourquoi les grands groupes médiatiques justement rattachés justement aux grandes puissances vont être présentes justement sur des plateformes multimédia. C'est-à-dire que vous pouvez les suivre sur votre téléphone, vous pouvez les suivre sur votre poste de récepteur et le plus souvent de manière gratuite. Donc c'est l'enjeu de la pénétration justement de l'opinion publique par le média concerné. Il y a aussi un second facteur qu'il faut justement prendre en compte. C'est la capacité du média justement à mener une véritable activité de propagande. Et ce n'est pas un hasard si sur bon nombre de ces médias-là, on vous replace la même information toutes les 15 minutes. C'est simplement parce que avec une certaine régularité, à force de répéter justement avec une certaine fréquence, le cerveau humain va finir par croire que l'information est vraie. Donc, il y a des facteurs justement liés à la pénétration de l'opinion publique par le média, et ça se joue au niveau justement de l'exposition médiatique. Oui, parce que pour que le média soit influent, il faut justement que l'information portée par le média justement soit disponible, et c'est la question justement de l'exposition de l'opinion publique à l'information médiatique. Et puis le deuxième facteur justement, c'est la capacité du média concerné à mener une véritable activité justement de propagande à travers la manipulation de l'information. Faut-il décidément craindre d'écouter ces médias internationaux, Dr Michel Dourian-Domgar? Non, pas du tout. Mais il faudrait justement s'exposer à ces médias avec un certain nombre de précautions. Premièrement, il faudrait comprendre justement le discours d'influence qu'essaie justement de porter un groupe médiatique X ou Y justement sur un espace géopolitique donné, en rapport justement avec les enjeux liés à la présence de cet État justement sur cet espace. C'est vraiment capital, c'est fondamental. Il faut aussi prendre suffisamment en compte le fait que l'information médiatique est toujours une information qui est perçue à partir d'un certain prisme d'observation. Donc, l'information médiatique, justement, ne doit donc pas être absorbée telle qu'elle, mais doit faire l'objet d'un minimum d'examen critique de la part, justement, de ceux qui s'y exposent. Voilà pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, la présence de plusieurs groupes médiatiques est véritablement une aubaine pour les Africains. Parce que sur la même information, il est toujours convenable de recouper justement ce qu'en disent les différents groupes médiatiques. Ça permet justement de se faire sa propre idée d'une information X ou Y. Alors comment interprétez-vous la place de l'Afrique dans ces médias? C'est quasiment l'Africa bashing. Oui, effectivement, aujourd'hui, les grands groupes médiatiques portent une certaine vision du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Il ne s'agit pas nécessairement d'une vision objective. Il s'agit davantage d'une vision construite. Et à travers l'information médiatique, justement, que ces grands groupes délivrent, il y aura une certaine hiérarchisation du monde. On se comprend bien. Et là, dans cette perspective, il est clair que l'Afrique, justement, est encore au bas de l'échelle, puisque subissant l'information, justement, venant de ces grands groupes médiatiques, même quand il s'agit justement des représentations liées à l'Afrique, c'est-à-dire que les groupes médiatiques africains ne sont pas encore en mesure de porter une certaine représentation justement de l'Afrique de manière à l'imposer au reste du monde à travers justement les différents canaux médiatiques. Donc jusqu'ici, les grands groupes médiatiques occidentaux continuent justement d'imposer leur propre vision de l'Afrique aux Africains et leur propre vision du monde aux Africains. Et ça contribue justement à structurer la manière avec laquelle
les uns et les autres se représentent le monde. Et très curieusement, cette manière avec laquelle les uns et les autres se représentent le monde, à la suite justement de ces orientations géopolitiques, continue de faire sens. C'est-à-dire que parce que l'Afrique vous est présentée à travers un certain nombre de clichés dévalorisants, justement, vous finissez par croire qu'effectivement, que l'Afrique occupe le bas de l'échelle. Oui, que c'est quasiment un enfer. Oui, et que de l'autre côté, c'est quasiment du paradis. Hein. C'est des clichés qui sont consciencieusement entretenus par des grands groupes médiatiques et qui contribuent justement à affecter un certain nombre de positions aux différents États, aux différents espaces géopolitiques et à les hiérarchiser justement dans le sens qui conforte les uns au détriment des autres. Alors, dans ces rivalités géopolitiques, que fait l'Afrique? Mais quand on observe les tendances lourdes, on a l'impression que, et ça c'est curieux, que les choses ne risquent pas de changer d'ici peu. C'est-à-dire que la faiblesse technologique et électronique de l'Afrique l'expose encore justement à aux visions, justement, aux représentations qui sont portées par les grands groupes médiatiques. Donc, pour moi, en plus de cette question, vous avez aussi la question de l'appropriation même de l'Afrique, de la technologie qui lui permettra justement de donner à ces médias une certaine capacité d'influence. Quand on analyse ce facteur-là, on se rend encore bel et bien compte que la sortie justement de l'Auberge, c'est pas pour bientôt. Je vous prends un exemple simple. La plupart de nos stations de télévision et de radio sont aussi positionnées sur satellite, mais n'ont pas le même niveau d'influence justement que les grands groupes médiatiques occidentaux positionnés sur satellite. C'est-à-dire que les grands groupes médiatiques positionnés sur satellite ont une plus grande influence sur l'Afrique justement que les groupes médiatiques africains justement positionnés sur satellite sur le monde. Effectivement. Donc, on est là dans une situation de relation de pouvoir justement qui avantage justement ceux qui détiennent les moyens technologiques, ceux qui produisent justement la technologie qui fait aujourd'hui la force des grands groupes médiatiques. Justement, est-ce que les dirigeants africains ont toutefois pris conscience du potentiel géopolitique des médias? C'est possible, mais le travail qu'il va falloir déployer pour transformer cette prise de conscience en réalité, de manière justement à renverser les rapports de force médiatique, reste colossaux. Et il me semble que au jour d'aujourd'hui, l'Afrique qui prend conscience ne s'est pas encore véritablement dotée des moyens conséquents pour pouvoir inverser la vapeur. Merci bien, docteur Michel Dourian. Je rappelle que vous êtes politologue à l'université de Maroua. Jeux et enjeux touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.